Vous parlez bien dans le micro. Non, une question sur un aspect pratique, c'est les monnaies locales et les selles. Est-ce que l'un ou l'autre pourrait en parler? Je pense que Patrick a certainement eu des éléments de réponse sur cette question. De la stratégie érotique mondiale, étant donné qu'il s'agit là étant donné que la vie, les forces de vie sont des forces ambivalentes, est-ce qu'il n'y a pas aussi à ce moment-là un danger de basculement dans le fascisme? Voilà, d'accord. Et comment éviter cela? Est-ce que pour vous c'est une question d'alternative entre la vie et la mort, l'instinct de vie et l'instinct de mort? Est-ce que vous pouvez me donner des précisions là-dessus? Et évidemment, vient la question du Grand Paris. Paris, je crois, est actif dans ce projet-là, à la fois sur le projet institutionnel du Grand Paris, mais je voulais vous poser une question sur une question très précise qui concerne les transports. Il y a dans le projet de transport du Grand Paris une idée absolument merveilleuse de faire une rocade en petite couronne qui va relier toute la toile d'araignée des transports actuels qui sont plutôt en étoile. Cette rocade ne va pas fonctionner en rocade. Elle va aller buter sur Marne-la-Vallée, là où il va y avoir un terminus absolument impossible. Elle va éviter le tour de la petite couronne et ça va coûter en financement, je dis bien en financement sur le projet, près d'1 milliard sur les 30 milliards de l'ensemble du projet. 1 milliard. Donc, est-ce que la ville, est-ce qu'on est en mesure, on a milité dans des associations pour que, effectivement, la M15 tourne et ne fasse pas l'escargot en allant à Marne-la-Vallée? Pourquoi à Marne-la-Vallée? Parce qu'il y avait des élus... Il faut accélérer. Voilà, il y avait des élus qui ont appuyé là-dessus et parce qu'il y a l'école des ponts à Marne-la-Vallée. Voilà les raisons pour lesquelles on ne va pas avoir une rocade qui tourne express, mais on va avoir un escargot. Excusez-moi de la précision de la question, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Célia. Moi j'ai deux questions, les énergies et le Grand Paris. Alors sur les énergies, est-ce qu'il y a effectivement des effets secondaires, on va dire, à développer les énergies vertes? Moi j'ai envie de vous dire aujourd'hui, notre idée c'est déjà de participer à l'engagement de cette transition. Et donc aujourd'hui, quand on travaille sur les énergies à Paris, on travaille d'abord sur les réductions de consommation d'énergie, parce que c'est d'abord la sobriété et l'efficacité qui nous paraît important. Et après, dans le développement des énergies renouvelables, à deux titres, c'est-à-dire, oui, on met, nous, notre pierre à l'édifice par rapport à l'engagement de la transition. Et donc, du coup, il y a ce scénario de l'ADEME aujourd'hui qui dit que la France pourrait vivre en 2050 ou 100, je ne sais plus, avec 100% d'énergie renouvelable. Donc, du coup, nous, on est là pour amorcer la pompe et pour montrer que c'est possible. Et aujourd'hui, je pense, mine de rien, que les effets secondaires des panneaux photovoltaïques à Paris seront toujours moindres que les effets secondaires de Fessenheim qui ne ferment pas. Donc du coup, c'est vrai que c'était un choix politique d'aller sur cette ligne-là. Et donc du coup, on est en train aujourd'hui de développer une stratégie de développement des énergies renouvelables en partant de l'ensemble du potentiel parisien, qui n'est pas forcément solaire en premier lieu d'ailleurs, parce que c'est pas si facile que ça de poser des panneaux. Donc on est plutôt sur les potentiels géothermie, du réseau de chaleur urbain, qui est le premier en Europe, du réseau de froid aussi, qui est très peu connu, mais vous avez des tuyaux d'eau glacée qui se baladent sous l'eau de Paris pour faire de la clim un peu plus écolo dans les musées, les hôpitaux, etc. Et puis, les éoliennes, c'est pas gagné, mais enfin bon, voilà. Voilà sur la stratégie. Et deuxième chose qu'on fait aussi, c'est de se dire que Ville de Paris, on a un levier très fort qui est notre commande publique. Comme on l'a fait pendant des années, de se dire que chaque année, c'est 30 millions de repas qu'on sert dans les cantines et que ça a un effet sur la filière bio quand on se met à acheter massivement. On a décidé aussi qu'à partir du 1er janvier 2016, l'ensemble des bâtiments de l'administration parisienne, d'un certain nombre de musées et de services départementaux, ne seront plus qu'alimentés en énergie verte. C'est 36 millions d'euros de factures annuelles, ce qui est quand même considérable, pour envoyer un signal, notamment à nos amis des grandes compagnies d'énergie, qu'il faut changer là. Il faut changer parce que si toutes les grandes collectivités commencent à le faire, il n'y aura plus de marché pour leurs centrales. Donc voilà les leviers sur lesquels on agit. Et du coup, ça va me permettre de faire le lien avec le Grand Paris. À la fois, je vais vous répondre en partie, et vous allez être déçus, je ne vais pas vous répondre complètement, que oui, le Grand Paris est effectivement une dimension extrêmement importante pour nous à l'avenir, parce que tous ces sujets, qu'il s'agisse d'ailleurs de la pollution de l'air ou de la lutte contre le dérèglement climatique, tous les sujets environnementaux, Paris seul à l'intérieur de son périphérique ne peut pas faire face
tout seul face à ça. Donc il y a tout un travail à faire qu'on est en train de faire avec beaucoup de communes limitrophes. On est en train de se faire notre feuille de route de comment on fait face à ces questions-là. Pareil sur le développement des ENR, on n'aura jamais 100% de production ENR dans Paris même. Il va falloir qu'on travaille avec les territoires aux alentours. Mais ça demande du chemin avec les politiques qui ne sont pas forcément, et on peut le comprendre aussi des fois, c'est pas forcément évident de prendre ces sujets-là comme les premiers dans certaines communes. Il y a des sujets sociaux explosifs, donc quand on leur parle de climat, voilà, il faut faire le chemin avec les politiques, faire le chemin avec les Parisiens aussi, se dire qu'il se passe quelque chose de l'autre côté du périphérique, qu'on fait bientôt partie d'une grande agglomération tous ensemble. La question du transport, évidemment, elle est liée aussi à la question de la pollution de l'air. Il y a un moment où il va falloir refaire des choses en lien plus avec les communes limitrophes. Et je dois vous avouer, moi je ne fais pas partie des gens qui font semblant de répondre aux questions. Je ne connais pas du tout en détail ce dossier que vous êtes en train d'expliquer. C'est plutôt mon collègue Christophe Najdowski qui suit ces questions-là. Mais si vous avez 5 minutes après, je suis ravie qu'on en discute et qu'on voit ensemble. Sur la question des monnaies, ça fait justement partie de tout ce que je mettais sous la partie E du rêve, hein, l'expérimentation anticipatrice. Les monnaies locales sont des moyens extrêmement importants, non seulement de relocaliser l'économie sur le territoire, mais de créer des circuits à valeur ajoutée, écologique, sociale, démocratique, et de lutter par exemple contre le caractère spéculatif des grandes monnaies actuelles. Mais ce n'est pas simplement les monnaies locales. Par exemple, le mouvement Sol, qui a été en France un peu le premier à lancer cette initiative, aujourd'hui, dans le mouvement Sol, vous avez des monnaies comme le SCO, la monnaie du Pays Basque, d'où vient Alternativa, comme le sol violette à Toulouse, comme le boussole à Boulogne, est lancé la semaine prochaine le STUC à Strasbourg, etc. Et donc, ce n'est pas simplement des monnaies locales, c'est aussi toute la question de la réappropriation citoyenne de la monnaie qui se trouve posée. Et ça, c'est à toutes les échelles de territoire. C'est même aussi à l'échelle mondiale. Il y a un projet de monnaie mondiale pour dire on ne peut pas sortir des logiques de destruction écologique et sociale si on continue à avoir des monnaies comme le dollar et l'euro qui sont principalement à base spéculative. Donc il y a un enjeu très important dans le fait qu'à travers ces monnaies locales, mais c'est le cas aussi des systèmes d'échange locaux, c'est le cas des banques du temps, des accorderies, des réseaux d'échange réciproques de savoir, c'est-à-dire c'est toutes les nouvelles formes d'échange intercitoyennes qui permettent de montrer qu'il y a justement, et ça va être le lien avec la partie Eros, qu'il y a une création de valeurs citoyennes en entendant le mot valeur dans son sens fort de force de vie. Parce que l'une des premières résistances créatives à avoir, c'est contre la novlangue de l'économisme dominant qui, par exemple, nous a traduit le mot valeur force de vie en value for money et qui, par conséquent, fait que tout ce qui ne s'exprime pas par de la monnaie est considéré comme sans valeur, qui nous a traduit le mot bénéfice, qui veut dire bienfait, activité, bénéfice, bénéfique par solde monétaire positif. Et donc, quand on est dans cette logique-là, l'un des moyens essentiels d'une résistance créative contre la novlangue économique, c'est de dire, oui, effectivement, nous allons créer de la valeur, et les actionnaires pour lesquels nous allons créer de la valeur, ce sont justement les citoyens. Et comme valeur, c'est le même mot que Eros, c'est bien effectivement une logique alternative entre logique mortifère et logique de vie. Et effectivement, il y a un lien avec la question du fascisme. Et la question du fascisme, William Reich, par exemple, dans Psychopathologie du fascisme, avait bien posé le problème en disant le phénomène de la peste émotionnelle se produit quand le déficit énergétique qui est lié à la peur, à l'angoisse et au mal-être fait que les victimes se mettent à se battre ensemble au lieu d'attaquer les causes, qui est le système qui les rend victimes. Et donc, de ce point de vue-là, se tourner vers la création de valeur comme force de vie, se tourner vers l'éros comme force de vie face aux logiques de mort, qui sont aujourd'hui les logiques de destruction, d'écocide,
biologiques, climatiques, etc., mais aussi d'écocide de l'humanité, c'est ça effectivement que je mets sous le terme volontairement provocateur de stratégie érotique mondiale. Effectivement, je rebondis sur ce que vient de dire Patrick en dernier. On voit bien qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de... Il y a un grand nombre d'actions qui se mènent, mais qui sont souvent isolées, atomisées, hein, et qui, de ce fait, retournent au néant quand elles s'arrêtent, parce qu'elles ne permettent pas de faire germer quelque chose de global. Comment est-ce que, dans une ville comme l'île Saint-Denis, au cours des 14 années que vous venez de passer d'action, moi j'ai vu le début, j'ai vu le démarrage en 2001, hein, comment est-ce que vous parvenez à mettre en réseau, à faire un travail dans la durée avec les citoyens pour que ça crée un mouvement d'ensemble? Et comment ça rejoint une alternative globale? C'est difficile, hein, parce que entre ce qu'on veut faire et ce qu'on fait effectivement, il y a encore du travail. Je pense qu'il y a... La première chose, c'est qu'il faut faire confiance. Moi, je suis toujours étonnée. Il y a des moments où on a des moments de déprime et puis hop, on se rend compte qu'il se passe plein de choses qu'on ne savait pas. C'est-à-dire que je pense que l'idée que les politiques savent tout, elle n'est vraiment pas vraie. On découvre régulièrement des initiatives qui étaient beaucoup plus voilà, qu'on n'a pas vues et qui bougent bien. Donc je pense que la première chose, c'est qu'il faut faire confiance et donc il faut faire savoir aussi ce qui se fait. On a un rôle de communication entre les initiatives, parce que moi j'ai été très longtemps seulement dans le mouvement associatif. C'est vrai qu'on fait, mais on ne pense pas forcément à dire ce qu'on fait et à le faire connaître mieux qu'on devrait. Donc le rôle des élus, c'est ça aussi, c'est faire connaître. Et puis aussi créer des lieux où tout ça, ça se rencontre. Ce qu'ont dit les copains d'Alternativa quand ils nous ont expliqué leur tour vendredi soir, c'est qu'ils étaient extrêmement contents qu'autour d'Alternativa, il y a eu des rencontres de gens qui étaient en fait voisins, mais qui ne se connaissaient pas. C'est-à-dire qu'à chaque lieu où ils se sont arrêtés, où ils ont mis en synergie tout ça, ils ont découvert qu'ils avaient un rôle là. Et je pense que ça, c'est vraiment le rôle des élus aussi. Créer des moments, des lieux, des fêtes, des fêtes de la ville où Patrick Vivray est venu, il a vu aussi ça, où des gens découvrent tout d'un coup qu'il se passe des choses intéressantes, mais qu'ils ne le savaient pas parce que c'est encore trop petit, c'est pas encore trop... Et ça, je pense que c'est important. Et ensuite, il faut, à mon avis, donner une très grande importance à l'éducation. Donner une très grande importance à ce qui se passe, pas seulement dans l'école, mais autour de l'école et tout ce qui procède du mouvement éducatif, parce que c'est un mouvement qui met forcément les adultes aussi en mouvement. Et nous, on a des ambitions très grandes sur ce terrain-là. Je n'ai pas le temps de développer, mais je crois que, franchement, pour créer un mouvement citoyen, il faut vraiment faire une éducation citoyenne. Voilà. Et ça, c'est pas évident, mais c'est tout le sujet, justement, de votre mouvement. Donc, voilà. Je suis désolée, c'est un peu vague tout ce que je raconte, mais c'est important. C'est exactement l'objectif qu'on s'est donné avec le collectif des associations citoyennes qu'on a créé. Mettre en réseau, faire connaître, travailler sur l'éducation et sur la conscientisation, parce que on pense qu'il y a énormément de gens qui sont de bonne volonté, qui sont conscients des problèmes, vaguement, plus ou moins vaguement, mais il y a un énorme travail pour agir dans la durée. Et là, on retrouve les sources de l'éducation populaire. Hein. Paul n'a pas dit tout à l'heure qu'il est président de Peuple et Culture, qui est quand même une des sources de l'éducation populaire en France. Voilà. Et je vais finir par un mot de publicité. On a réalisé un répertoire des actions que les citoyens peuvent entreprendre par eux-mêmes pour la transition écologique et pour lutter contre le changement climatique, qui est à l'origine de cette table ronde. Et donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas ce fascicule, il est à votre disposition. Merci. On doit s'arrêter parce qu'il est pile 45 et que d'autres doivent nous suivre. Merci à tous et à bientôt.